Passagers de la nuit, bien le bonsoir. Merci de venir pousser les portes de notre atelier de réflexion comme chaque dimanche soir pour rencontrer les agitateurs, les intranquilles des questions culturelles et profondément humaines, mais également les empêcheurs de tourner en rond. Et pour ce dernier numéro, non pas de l'année, mais de la saison, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Halima Abidat, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes de retour ce soir pour la présentation de votre recueil, le dernier, mais on ne dit jamais le dernier. Mama et poignée de valises préfacée par Elsri Betref, bien sûr, journaliste, mais également auteur. C'est paru aux éditions ANEP. On disait un recueil de poésie, mais pas que, du moins pour cette fois-ci. Nous allons en parler tout au long de l'émission. Merci d'accepter notre invitation, Halima Abidat. Dois-je rappeler que vous êtes enseignante à l'Université d'Alger. On a eu du plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour la présentation d'autres ouvrages, comme telle une chère tatouée, puisque tu es la mère, et colère, qu'es-tu devenue? J'espère que pour ce dernier numéro, vous serez bien sereine sur notre plateau. Halima Abidat, je le rappelle encore une fois, ma main est poignée de valises. Quelle métaphore. Deuxième invitée ce soir pour le dernier numéro de l'année 2025, plasticienne, mais également aujourd'hui responsable du département art visuel à l'ARC, à l'Agence du rayonnement culturel. Mariam Ait El-Hara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Mariam Ait El-Hara. Dès qu'on parle de vous, votre nom nous renvoie obligatoirement à cette Algérie tout en couleur, à savoir bien sûr le groupe Sebbarid dans les années 90, mais également 2000. J'allais pratiquement dire un véritable mouvement qui, à travers seulement quelques expositions, 5 à 6 expositions, si je ne dis pas de bêtises, Mariam Ait El-Hara, et voilà, qui est réellement sorti du lot, qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous êtes presque rentré dans l'histoire de la littérature picturale. Aujourd'hui, à travers votre présence, bien sûr, sur notre plateau, nous allons revenir sur les grands événements qui ont marqué les activités de l'ARC, de l'Agence du rayonnement culturel, mais également votre programme, et parler également de la naissance de l'art qui, elle, a été pensée, également réfléchie pour dialoguer avec notre diaspora, donner à voir les travaux et les imaginaires de nos créateurs. Merci beaucoup d'être avec nous, Mariam Ait El-Hara. Troisième invité pour la rencontre de ce soir, je l'ai souvent surnommé, comment on appelle ça déjà? La salamandre. La salamandre, exactement. Il s'agit de Amel Benrazel Abouflah, bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous ce soir pour ce dernier tour d'horizon. Alors vous êtes plasticienne, vous êtes une plasticienne nomade, j'allais pratiquement dire, pour une raison bien simple. Vous avez participé à beaucoup d'activités plastiques, vous êtes également habité par cette force créatrice qui vous pousse à aller au salon de Sétif, à Djelfa, jusqu'à participer entre autres au Festival international de l'art pictural contemporain qui a eu lieu récemment au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à travers cette dernière manifestation, les nouvelles expériences visuelles, plastiques? Nous allons bien sûr en parler tout au long de l'émission. Et puis, quatrième et dernière invité pour conjurer le mauvais sort, encore une fois, 5 invités sur le plateau, 4 invités plus l'animateur. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Djaoudat Gassouma, bonsoir. Bonsoir. Plasticien, ou également avait fait partie de cette grande aventure du groupe Sebbarid. La fois dernière, vous me contredisiez en me disant non, le groupe ne s'est jamais disloqué, il a juste pris le large. Mais est-ce qu'on peut espérer un retour pour l'année 2026 à travers une nouvelle exposition? Allez savoir. Vous êtes journaliste, vous êtes également chroniqueur à Canal. Avec vous, nous allons peut-être faire le point sur les livres qui vous ont le plus marqué, parce que vous êtes aussi écrivain. Zorna, c'était vous, Les yeux de Cériel, les yeux de Cériel, mais également de feu. Koubania également, et puis d'autres articles et surtout d'autres ouvrages sur lesquels nous reviendrons, entre autres. L'ouvrage qui vous a peut-être le plus parlé, c'est Palabres algéroises, réflexion sur l'architecture de Habib Ben Koula, mais également de l'Arbi Marhoum, sur lequel nous reviendrons. Merci d'accepter encore une fois notre invitation, vous qui nous regardez, vous qui nous captez chaque dimanche soir sur les ondes voyageuses de Canal Algérie. Halima Abidat, bonsoir. Oui, bonsoir. Magma et poignée de valises. On se pose réellement la question pour entrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à l'exil intérieur et surtout à l'errance? Parce qu'il est question d'errance dans cet ouvrage.
Oui. rarement sereine, de la première à la dernière page, Halima Abidette. Oui, enfin déjà vers rarement sereine, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin on avait introduit avec la colère, etc. Mais Je faisais référence justement à cette colère qui habite colère, un peu votre... mais elle est très productive, la colère comme le deuil, comme le tourment, comme des choses qu'on classifierait plutôt dans la zone négative. Mais elles sont très, très, très porteuses et quand on réussit à les convertir en quelque chose. Donc oui, mon Et cette ouvrage... métaphore de la Ouais. poignée de valise. Alors en fait, je suis partie d'un constat très simple au départ. En fait, je voulais travailler sur la place des objets dans nos vies. Tous ces objets qui nous entourent, que ce soit dans nos maisons, dans nos vies professionnelles, ces objets muets, inanimés, inertes. Et Qui, pourtant habité par une certaine mémoire. exactement. Et c'est plus que ça, ils seraient les tenants de notre mémoire, de nos souvenirs, de nos errances, de nos voyages. Et donc ils C'est sont pour ça là, que je vous parlais d'exil intérieur et de bien cette sûr. errance qui vous a conduit à commettre ce recueil Exactement. Main et Les poignée de poignées valise. Et donc j'ai commencé à errer comme ça autour de mes objets, chez moi, qui sont au bruit, et leur silence et leurs paroles. Et dans un premier temps, j'avais voulu les faire parler, et petit à petit, au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture, l'objet valise s'est imposé à moi comme étant l'objet le plus signifiant, le plus parlant. Vous avez essayé de jouer à l'archéologue, hein, j'allais pratiquer, c'est un Tout à travail fait. d'archéologie. Oui, oui, c'est ce que je dis dans mon préambule, Ouais. c'est-à-dire les questionner, les fouiller, comme un archéologue irait faire parler des pierres, comme un archéologue irait faire parler des... Et donc la question qui s'impose, que disent les objets de nous? Exactement. Et qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils taisent? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils cachent de nous? Et c'est-à-dire parce que très souvent, ils sont muets, ils ne parlent pas. Qu'est-ce qu'ils disent et que cachent-ils de nous? Et que cachent-ils pour nous? Mais il n'y a pas seulement la valise, une valise, il y a la valise de l'exil, la valise de l'exilé, la valise du haraga, et puis également la valise de ceux qui partent en voyage. Ah, exactement. Donc c'est pour ça que finalement j'ai fini par centrer mon travail autour de la valise, qu'elle soit de toute façon réelle cette valise ou métaphorique, hein, parce que très souvent il nous arrive de faire des voyages dans nos têtes. Nous, on a toujours été dans les voyages immobiles sur Canal. Hein. Exactement. Donc, voyage, que ce soit dans l'errance, même si l'errance est très mobile, même si on ne bouge pas, ça fait quand même un voyage, ça fait quand même une valise, même si le projet du voyage est avorté. Donc, elle peut être simplement métaphorique ou réelle, cette valise. Et donc, je me suis engouffrée là-dedans pour essayer de la faire parler et effectivement dans tous les aspects de la vie, que ce soit l'aspect politique, que ce soit dans l'errance, l'exil, le haraga, que ce soit dans nos vies intimes. Parce que vous êtes d'abord dans l'écriture. L'écriture, c'est l'écriture de l'intime et l'écriture de l'intériorité. Exactement, exactement. C'est vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs, je vais peut-être revenir un peu à ma couverture. C'est pour ça que sur la couverture, j'ai ce visage de personnage où le regard est flouté. Le regard est flouté, donc on ne voit pas. Donc ce qui induit pour moi, en tout cas, un regard tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire un regard. D'où l'écriture de l'intériorité, l'introspection. Voilà. Même si la valise est un objet objectivé comme ça à l'extérieur, mais ma démarche, c'est un regard vers l'intérieur. Un peu nostalgique, le regard, et tourné vers l'intérieur. Alors, Alsri Metref, le poète, mais également l'écrivain et le journaliste qui a préfacé votre recueil, disait en ces termes-là: les valises sont des musées nomades de nos inconscients, des vitrines ambulantes de ce que nous taisons, les boîtes noires de nos fracas étouffés, une voix qui scande, qui veille, qui résiste aux injonctions du silence. Et pour vous, dans cet ouvrage et dans ce recueil, le silence a un sens. Vous donnez du sens au silence. Ah, mais bien entendu. De toute façon, la poésie donne toujours du sens au silence. Le silence est une parole, comme le peut être la ponctuation, comme le silence est aussi parlant que la parole. Quand on décide de se taire, c'est qu'on dit quelque chose. Et c'est tout ça le jeu, si vous voulez, en poésie, ce jeu cérébral qui m'amuse beaucoup, enfin qui me tient comme ça en éveil,
qui consiste à dire, à ne pas dire les choses, mais plutôt à les cacher tout en les disant. Voilà. Et le silence nous y aide beaucoup, parce que le silence est une parole profonde. Tout à fait, mais impossible d'être silencieux sur un plateau de débat. Ça, c'est ce qu'on dit souvent sur le plateau de Culture Club. Je ne sais pas pourquoi, mais à la lecture et en finissant votre recueil hier soir, ce dernier m'a renvoyé directement vers un poète que j'ai eu du plaisir à recevoir sur ce même plateau qui nous a quittés. C'est Abdelmajid Kouah. Je ne sais pas si... Abdelmajid Kouah. Kouah, pardon, oui, tout à fait. Paix à son âme, qui vient de nous quitter. Tout à fait. Et parti tout en silence, sur la pointe des pieds. Exactement. Et Abdelmajid Kouah, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, même si, comme je dis toujours, les chemins d'Alger, tous les chemins parallèles finissent un jour par se croiser. Alger, on sait tous ce que c'est, mais je n'ai jamais eu le bonheur et le plaisir de rencontrer. Il a toujours parlé d'errance, il a toujours parlé de... Oui, tout à fait. Et donc, quand je me suis toujours, d'ailleurs, j'étais très triste quand il est parti, parce que j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un de très, très, très proche de moi. Votre frère, donc. Exactement, parce que moi, dans ma génération, j'ai été très influencée déjà par la première anthologie de Sénac qu'il a réalisée dans les années 70, où il avait regroupé comme ça cette nouvelle génération de poètes algériens, où Kouah tenait une très belle place avec Tengour, et beaucoup d'autres. Et donc j'ai beaucoup... Ceux qui ont marqué la littérature et les écrits dans les années 70 et 80 également. Exactement. Et donc après, bien sûr, les précédents, donc bien sûr, moi, j'ai dit toujours, les gens connaissent beaucoup Mohamed Dib comme étant un écrivain, alors que c'est un immense poète, Mohamed Dib. Un immense poète. Comme Yassine aussi. Comme Yassine et comme Malek Haddad. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est vrai que l'histoire a rendu plus ou moins justice à Kateb Yassine sur le plan de la poésie. Dans Soliloque, bien sûr. Exactement. Entre autres. Mais beaucoup moins à Dib, qui est plus assimilé au roman, et à Malek Haddad aussi, qui est pour moi, en tout cas, un immense écrivain. Pourquoi je vous parlais... Allez-y, Jad El-Youssouna. L'écriture, Mohamed Dib est formidable, je veux dire, dans la manière d'élaborer un récit, dans la poésie même, justement. Il présente des idées qui sont autant esthétiques que didactiques ou autre chose. C'est-à-dire l'information, elle est présentée à travers la poésie, puisqu'on avale mieux. On assimile mieux la poésie dans... Et je voulais réellement rendre hommage à Abdelmajid Kouah, vous le disiez à l'instant, parce qu'il y a une forme de... Qui s'est beaucoup manifesté sur la presse, sur les espaces. Il a beaucoup écrit, Majid Kouah. C'est vrai que c'est une perte, puisqu'il nous a accompagnés dans beaucoup de situations comme ça, d'actualité, à travers justement... Et qu'on a reçu à plusieurs reprises sur ces plateaux. Paix à son âme. Pourquoi je vous parlais de résonance ou d'écho entre cette métaphore, ma main est une poignée de valise pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, on l'entendrait presque nous dire qu'est-ce qu'un aéroport, sinon une fourmilière, des sueurs humaines adossées sur des latitudes incertaines, hommes que voici, chargé de valises, qu'est-ce qu'un aéroport, sinon un commerce de l'absence, de longs couloirs où l'on conjure l'oubli, où l'on se reconstruit une patrie, et tout ça bien sûr est paru dans son ouvrage, donc aux éditions Arak. Voilà, en vente libre chez les bons libraires. Et je vais revenir, si vous le permettez, à la préface de Alsri Metref, justement, qui a pénétré vos univers, mais d'une manière presque chirurgicale. Hein. Il dit à écouter les objets qui taisent leur langage et que nous négligeons d'interroger, à reconnaître dans chaque départ une promesse de retour ou du moins de recommencement, un souffle qui régénère, car certaines mers peuplées de mots, de valises chargées de clameurs anciennes et de chants à pousser appellent à y revenir encore, et dans ce recueil, vous retournez, comment dire, il y a un retour vers l'essentiel, c'est l'humain avant tout. Toujours. D'ailleurs, je me rends compte de toute façon au fil de l'écriture que tout ce que j'ai pu écrire, ça reste quand même mon fil conducteur. C'est-à-dire des thématiques ancestrales, hein, des thématiques qui existent depuis la nuit des temps. On a toujours parlé d'amour, on a toujours parlé de désespoir, on a toujours parlé de tourments, on a toujours parlé d'Homère, on a toujours parlé d'Ulysse, des voyages. Mais à chaque fois, revisiter, et c'est ça la magie de l'écriture, c'est qu'on n'en aura jamais assez parlé, parce qu'on le dit à chaque fois différemment.
Et surtout la poésie nous offre quand même cet instrument fondamental qui consiste justement à ce qu'on puisse revenir à des problématiques qui datent depuis la nuit des temps, les revisiter et en parler de manière tout à fait nouvelle dans une extrême innovation. Et c'est ça qui... et je voudrais juste quand même remercier M. Areski Metref, c'est la deuxième fois qu'il me préface, et je suis particulièrement ravie du parallèle qu'il fait en parlant de Abdelmajid Kawa dans sa préface. Très heureuse de lui avoir inspiré cela, et un poète pour qui j'ai énormément d'admiration. En début d'émission, je disais un recueil de poésie, mais pas que, Halima Abidette. Il y a également entre les pages une nouvelle. Il y en a deux ou trois. Exactement. Celle qui m'a le plus parlé, c'est celle du départ, de l'absence. Elle a également cette longue lettre à l'absent, mais surtout, il y a également cet hommage que vous rendez au juste, à Annie Steiner, au Cholet par exemple, à ces porteurs de valises. Vous dites histoire de valise, histoire de l'histoire, une histoire de valise trop souvent oubliée dans les doubles fonds de l'histoire. Comment vous expliquez cela aujourd'hui Alors honnêtement, quand j'ai été définitivement fixée sur l'objet valise comme l'objet signifiant de mon recueil, franchement, je ne pouvais pas, et heureusement, enfin je me suis arrêtée, mais je ne pouvais pas passer outre les porteurs de valises. Henri Alleg, Annie Steiner. Je ne pouvais pas passer outre. Parce qu'en fait, mon objet valise, c'est le mot que j'ai choisi, mais en fait, mon vrai sujet, ma vraie thématique, c'est le contenant. Qu'il soit ballot, qu'il soit valise, qu'il soit sac, qu'il soit sac. Parce que vous rendez également hommage aux Palestiniens, à la Palestine. Bien sûr. Donc, ça, vous parlez de ballots. Les Palestiniens n'ont pas droit, même pas droit à la valise. Eux, c'est des ballots. Sachant que la valise, dans le règne des objets, c'est l'équivalent du baudet dans le règne animal. Et comme vous le savez, les Palestiniens ont été animalisés, invisibilisés puis animalisés. Donc je ne pouvais pas passer à côté des ballots de nos amis africains, ceux qui fuient les guerres, ceux qui sont en exil. Je ne pouvais pas passer à côté. Je ne sais pas si vous avez eu à lire l'ouvrage de Qais Jilali préfacé par Yasmine Khadra qui a pour titre La nuit sur la figure. Exactement. Et c'est d'une beauté extrême. Extrême. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas passer encore moins sur les porteurs de valises et leur rendre l'hommage qu'ils méritaient. J'espère que mes mots arriveront, en tout cas que les gens qui ne sont pas au courant, surtout la nouvelle génération, puissent en prendre conscience. Et d'ailleurs, pour parler d'Afrique, je reviens toujours à ma couverture en disant que les couleurs que j'ai choisies, vous avez remarqué, je ne sais pas si on le voit Bien sûr. dans la couverture, les couleurs qu'on voit, j'ai choisi des couleurs reggae. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Exactement. parce que l'origine de la... Le rouge, le vert et le jaune. Le rouge, voilà. Donc c'est effectivement africaine. le noir de l'Afrique, le jaune de l'or et de la lumière africaine, le vert de l'espoir et le rouge de la résistance, du sang d'abord des esclaves et des colonisés dans un deuxième temps. Et c'est toute la philosophie reggae qu'il y a autour, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette valise rouge, ce fond vert. Vous parliez de philosophie, si nous parlions d'existentialisme, parce qu'il en est également question dans votre ouvrage, lorsque vous nous parlez de ce dernier bagage, et à l'être cher que l'on enterre à travers votre personnage, Dounia. On se pose réellement la question, et là, franchement, à la fin de, moi j'appelle ça réellement une nouvelle, vous dites, et en fait, que pouvait-elle bien craindre qu'il manque dans la valise d'un mort? Et d'ailleurs, que pouvait-on bien glisser dans le bagage d'une quintessence de l'essentiel, le plus strict d'une existence? En fait, ce mystère se résumait à d'infimes et frêles questions, ténues et têtues, tortueuses de simplicité, obscures de clarté. Qu'est-ce qu'un viatique d'éternité? Quel secret à sceller dans une tombe? Quelle bribe? Et moi dans... Point d'interrogation. Voilà. Oui, vous savez, en fait, essentiellement, moi, là, vous nous parlez de finitude. Exactement. Et on revient aux questions existentielles. Oui, et c'est aux questions existentielles, et tout à l'heure, on parlait de mort et de vie. Vous savez, c'est ça aussi la beauté de la poésie, c'est que des notions aussi contradictoires que la mort et la vie, que la douleur et la gaieté, que, en fait, ne sont pas antinomiques. Baudelairien, peut-être. C'est très, oui, très, les fleurs du mal, d'ailleurs. Exactement. Donc, ce n'est pas des notions qui sont antinomiques, mais pas du tout. La poésie est un univers qui rend toutes ces choses-là à ne pas classer
ni dans le bon, ni dans dans le mauvais. Au contraire, plus on les associe, parce que plus de réalités dans la vie, plus elles sont lointaines, et plus ça augmente la profondeur de la poésie et le degré d'arbitraire dont est porteuse la poésie. Parce que la poésie, comme vous le savez, ça n'a rien de... C'est très très souvent subjectif, lié d'abord à la subjectivité des auteurs, qui s'adressent eux aussi à la subjectivité des lecteurs qui leur feront bien sûr l'honneur de bien vouloir les lire. On se pose réellement la question aujourd'hui vous concernant Halima Abdeat, je le rappelle, Abdeat, pardon, hein, Ma main et poignée de valise, je le rappelle, préfacé par Lasri Metref et réalisé, donc édité chez ANAP, qui doit réellement revoir sa politique de communication vis-à-vis des journalistes et surtout leur faire parvenir les ouvrages. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que poète, en tant qu'être, vous êtes réellement dans le refus de l'ancrage immobile? Ah oui, c'est pas que je suis dans le refus de l'ancrage, mais c'est parce que c'est pas des choix. Je veux dire, c'est la vie qui est comme ça. C'est pas moi, c'est ce que je dis toujours, parce qu'on a toujours tendance à confondre un peu celui qui écrit et ce qu'il écrit. En fait, c'est la vie. Quand, par exemple, on me dit toujours que je suis tourmentée, que j'écris sur les... C'est pour ça que je vous parlais de sérénité ou de non-sérénité en début d'émission. Oui, mais de toute façon, quand on n'est pas tourmenté soi-même, on ne peut pas écrire sur le tourment. Et on écrit toujours dans la douleur, non? Toujours, oui, souvent, du moins. Mais il ne faut pas négativiser ces notions-là. Vous avez cité mon premier recueil qui s'appelle « Colère, qu'êtes-vous devenu ?» où j'ai interrogé, en fait, sous le mot « colère », ce n'est pas tout à fait... La colère, c'est comme la valise, c'est le contenant. Sous le mot « colère », j'ai englobé toutes ces notions qui relèvent de la colère, du deuil, du tourment, du ressentiment, de la haine, Ce sont des moteurs de création. Et tout à fait. Donc il ne faut pas en avoir peur, c'est ce que je dis toujours. Au contraire, c'est constructif. Exactement. Et d'ailleurs, souvent, mes recueils... C'est ça la résilience aussi. Mais bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de mes textes, de mes recueils, il y a toujours... parce que la mort, c'est le début de la vie. C'est le début d'une autre vie. Là, quand je parle du dernier bagage et quand je me pose la question concernant cet être cher qu'on enterre, et quand je me pose la question, en fait, que cette personne, qu'a-t-il emporté de moi? Tu vois, vous voyez, quel souvenir a-t-il emporté avec lui de moi? Même s'il est l'un seul, n'en point de poche. Exactement. Comme disaient nos vieilles. Voilà, Ouais. voilà. Et donc, parce que tout ça reste des valises virtuelles, mais elles sont vraiment ancrées dans la réalité des choses. Alors, une vie à traverser, avant de refermer ce recueil, non pas seulement de poésie, il faut réellement pousser les portes de votre libraire habituel et le demander. Halima Abdeat, Ma main et poignée de valise, je le rappelle, paru aux éditions ANEP. Le poète ne dit rien, il sculpte de ses doigts agiles le silence, or et argile d'essence. Il berce les chrysalides, donnant des ailes aux couleurs. Le poète n'écrit pas. Il tend la main aux griffes des frissons, dard des mots, feu de la vie, dague de la mort, aux muses enchanteresses, aux mots chauds édentés. Oui. Merci de n'avoir pas été silencieux sur notre plateau. Merci. C'est en plus un petit clin d'œil que je fais à mes amis aujourd'hui présents sur le plateau, juste pour vous dire que ce texte, par exemple, j'ai eu plus l'impression de le peindre, de le dessiner que de l'écrire. J'espère que vous le ressentez un peu. Oui, bien sûr. Pas seulement celui-là, pas de souci, on ressent tous les autres. Parce qu'il y a réellement, moi je pense qu'il y a de vraies passerelles énormes, peut-être les plus, avec le cinéma, parce que si je peux en parler tout à l'heure. C'est très scénarisé, c'est très imagé aussi. Oui, c'est un recueil qui est scénarisé, parce que je fais des présentations, on va dire en prose, vous avez remarqué, tout à fait. Où je fais des situations d'abord. Vous plantez le décor. Exactement. Je plante le décor, comme on dit au cinéma. Et donc, il y a de réelles passerelles entre la poésie et la peinture. En tout cas, moi, c'est l'art dans lequel je me retrouve le plus, où je me sens le plus, ce qui me fait souvent dire, quand vous n'arrivez pas à écrire, chers auteurs, dessinez.
Et voilà, tout est dit pour ce dernier tour d'horizon culturel ici sur le plateau de Culture Club. Deuxième invité, cette fois-ci une autre voix, celle de Mariam El Hara. Bonsoir. Bonsoir. Chef de département des arts visuels et patrimoine, bien sûr, à l'ARC, à l'Agence du rayonnement culturel, plasticienne avant tout. Vous insistez et on le comprend. On va revenir directement, si vous le permettez, depuis la création de l'ARC, il y a à peu près un peu plus de 10 ou 15 ans de cela. Non, 20 ans. 20 ans, bah voilà, quand on aime, on ne compte pas. Elle a été créée dans un souci qui est celui-ci, bien sûr, celui de faire dialoguer nos créateurs et notre diaspora. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Pas seulement la diaspora, c'est de faire rayonner la culture algérienne. D'abord, oui, ici comme ailleurs. Absolument. Tout à fait. Absolument. Et qu'en est-il? Qu'est-ce qui a réellement changé depuis ces années jusqu'en 2025? Est-ce que vous avez toujours été dans cette optique, dans cet échange-là L'ARC a toujours été dans cette optique, bien sûr, du rayonnement culturel. Mais moi, je n'ai pas rejoint l'ARC à ses débuts. Oui. Donc, ça fait une dizaine d'années que je suis à l'ARC. Et bon, il y a eu bien sûr des changements parce qu'il y a eu des problèmes budgétaires, etc. Et nous avons également connu des crises. Le corona, en l'occurrence, qui a été un véritable chamboulement. Absolument. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2026, on va reprendre quand même la mission de l'ARC, qui est le rayonnement culturel, avec des projets à l'international. Aux quatre coins du monde. Espérons. Oui, on commence d'abord par quelques coins et après on verra. Donc, on essaye de reprendre quand même la mission de l'ARC. Et en ce qui concerne faire rayonner la culture algérienne à l'étranger et bien sûr inviter des artistes étrangers en Algérie, sans oublier bien sûr notre diaspora. Voilà. Et qu'en est-il donc justement du rayonnement et des univers de nos créateurs ici en Algérie et l'ARC, Mariam El Hara? Est-ce que donc justement de par votre cahier de charge ou de vos missions, justement vous donnez l'occasion, l'opportunité à nos artistes de montrer leurs univers, de s'exposer, de se montrer à voir à Alger, mais également sur l'ensemble du territoire national. Donner de la visibilité à notre diaspora est une chose extraordinaire, et la visibilité de nos artistes, in situ. Ben, je pense que vous suivez un petit peu ce qu'on fait au niveau de... Enfin, je parle de mon département personnellement. Tout à fait. Bien sûr qu'on a donné de la visibilité aux artistes algériens de tout le territoire national. Bien sûr, comme on Parce peut. qu'il y a eu des critiques pendant des années qui disaient voilà l'ARC qui donne plus de visibilité. Oui, qui donne plus de visibilité à nos créateurs à l'international et ici. Donc je profite de votre passage pour justement parler. D'ailleurs, les 10 ans où je suis à l'ARC, je pense qu'on a donné plus de visibilité aux artistes nationaux qu'aux artistes de la diaspora et internationaux. Voilà, parce que il y avait des workshops, des résidences. j'ai remarqué, il y a eu beaucoup de choses pour les artistes nationaux. Hein. Il y a eu énormément de choses. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes aussi. Oui, Amel Benrezala. Exactement. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'ateliers. Ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup, c'est donner la chance aux nouveaux, aux jeunes. Faire connaître les nouveaux talents. La jeune création contemporaine aussi, dans l'art visuel et dans l'artisanat d'art, ce que j'appelle l'artisanat. Si nous devions faire justement un bilan 2025 de ce qu'a eu à produire, à faire, donc toutes les opérations de l'art, elles étaient très nombreuses, entre autres un hommage à l'un des pères fondateurs de la peinture Kouah, Mohamed Aksour, pardon, parce qu'on parlait de Abdelmajid Kawa. Mais cette fois-ci, nous allons revenir principalement sur les grandes opérations qui ont été produites par l'ARC. Un bilan très court. Alors, comme d'habitude, on fait un petit peu les dates importantes de l'histoire. Les résidences, les expositions photos, entre autres, à Jamel Matari. Cette année, on a fait un peu plus d'expositions photographiques parce qu'on ne donne pas beaucoup de visibilité à nos photographes, à nos artistes photographes, tels que Jamel Matari pour le mois du patrimoine, où il a fait un très très beau travail sur la Fantasia et sur les mausolées, je dirais, voilà, le Qubbat. Il a fait un très très joli travail qu'il a très très bien présenté à Dar Abdel Taif. Il y a eu une nouvelle figure de la photographie qui est Ahmed Mguillati, qui est un vrai passionné de la photographie et un vrai passionné d'Alger et de la mer. Alors que les espaces dédiés à la photo sont très rares, Mariam El Hara. Malheureusement, on avait provoqué plein de débats sur la création de véritables espaces, des musées, parce que notre patrimoine photographique est très très important. Des photos du Maquis, de Kouassi, jusqu'à Matari. Vous savez, la photographie est devenue, je dirais pas simple, mais on a beaucoup plus d'outils maintenant.
qui nous facilite à faire de la photographie. Donc on a beaucoup de talent. Voilà, vraiment. Hein. Bien sûr, ce n'est pas tous les gens qui prennent un téléphone ou un appareil photographique qui peuvent faire de la photographie d'art, mais on a quand même beaucoup de gens très talentueux dans ce domaine-là. Donc cette année, on a essayé de donner un peu plus de visibilité pour la photographie algérienne, bien sûr nationale, toujours. Donc pour l'international, ça viendra, je l'espère. Moi, je dis que tout est possible. Hein, donc, on parle souvent de Malie Maït Hara en ce moment comme chef de département des arts visuels et patrimoine au musée de l'Arc, mais rarement, du moins, un peu moins, de la plasticienne. Où est-ce que vous êtes entre les deux, Malie Maït Hara? Il n'est pas question aujourd'hui de parler de Malie Maït Hara en tant que... Moi, c'est vous qui m'intéressez. Vous avez marqué à tout jamais, je le disais, avec Sebarine, Nordine. C'est notre petite dernière. Elle arrive toujours en retard dans les trucs, mais un talent fou. Oui, tout à fait. Un talent fou, Malie Maït Hara. Moi, je me considère... Non, pas prof en tant que membre du collectif Sebarine. Voilà. Moi, je me considère toujours comme une jeune artiste qui apprend toujours. Et pourtant, Malie Maït Qui Hara. apprend des autres. Je me considère toujours comme vraiment une jeune artiste, que je n'ai pas une carrière pour moi. Hein. J'ai encore une carrière qui est à enrichir, à découvrir, parce que vraiment, je me considère vraiment comme le jour où j'ai commencé. Franchement, les artistes... Qu'est-ce que vous gardez de cette longue, j'exagère peut-être, expérience intense, exactement, intense, voilà. de la grande aventure de Sebarine dans les années 2000. Elle est toujours là. C'est pour ça que je comprends Jodette quand il dit on n'a pas rompu. On est toujours là, on se voit, chacun a son chemin, c'est tout à fait normal, on ne va pas quand même... Vous avez référence à la recomposition. On aimerait bien, on aurait aimé avoir une espèce d'îlot comme ça, où on vit tous ensemble et on évolue, mais on est toujours là, on continue. On est toujours des jeunes, les jeunes artistes d'antan qui étaient très curieux et qui étaient très révoltés et qui avaient beaucoup de choses à dire. Et qui, vous êtes aussi révoltés que vos personnages femmes que vous nous avez donné à voir il y a quelque temps de cela. On est tous révoltés. Les Zora, les Safia. Toi, Karim. Oui. Même toi, tu Non, mais moi, je suis une psychanalyste de groupe. Très belle expo à la galerie Gessoum. On est des gens passionnés. Quand on est passionné, on est vivant. Si on n'est pas révolté, on n'est pas vivant. Et alhamdoulilah, on est toujours vivant, on est là, on continue. C'est vrai que le domaine de la culture en Algérie commence à peine à naître. Et je pense que, j'espère que nous, quand même, on va mettre une pierre à l'édifice. Certainement. Je pense que c'est nous qui mettons la première pierre. Voilà, et ça viendra. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent que l'Algérie ne s'en sortira pas. Là, je viens de revenir de Rome. On a envoyé un jeune artiste algérien à Rome pour faire une résidence et exposition. Il a découvert tellement de choses. Il a découvert qu'il n'avait rien à envier à l'Italie, le grand pays d'art, où l'artiste n'a pas de statut. C'est extraordinaire. Tout à fait. Il a compris que quand même son pays lui donne plus de possibilités qu'un pays tel que l'Italie. Moi-même, j'ai été choquée. Hein. Moi-même, j'ai été choquée. Et d'ailleurs, il a eu la générosité, bon, je vais le nommer, c'est Fouad Hiaoui qui fait partie de XBM, qui est un concept. Un ancien de mes étudiants. Oui, exactement. C'est des jeunes magnifiques, hein, vraiment. Ils ont fait un concept de management artistique. Auto-généré, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur propre structure. Ils ont créé une petite structure où ils font du management artistique, où ils font des expositions, des talks, des conférences. C'est extraordinaire. Ils accueillent eux-mêmes des jeunes artistes, c'est vraiment formidable. À qui nous allons consacrer une émission, ça je le promets à nos téléspectateurs. Je vous donnerai les coordonnées. Merci beaucoup. Et parce que Culture Club... sa générosité, pardon, je vous en prie. Sa générosité a fait qu'il a ramené des œuvres de tous les artistes qu'il a exposés, alors que c'était sa résidence, il était question de lui. Donc il a ramené quand même, il tenait à montrer la jeune création algérienne. Donc, crois-moi que là, il a compris que cette exposition a suscité tellement d'intérêt. Il était dans un quartier où il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup d'ateliers d'artistes. Alors, il y en a qui ont participé avec lui, qui ont fait des œuvres en commun. Et il s'est rendu compte qu'on avait en fait la même trajectoire. Un artiste est universel. Tout à fait. Un artiste n'a pas de nationalité. Un artiste est un être humain avant tout. Donc c'est sa sensibilité.
Et on comprend la vôtre également quand vous nous parlez d'un Marimet El Hara. Parlez-moi cette fois-ci des résidences justement d'artistes pour 2026. 2025, on a fait des résidences qui ont vraiment réussi avec des artistes. Où l'Afrique avait une. Oui, bon, on a reçu un artiste italien et on a reçu aussi des artistes africains. Ça, c'était une très très belle expérience. Ces artistes étaient heureux, vraiment heureux du partage, de l'accueil. Et puis de l'expression, de la liberté de s'exprimer et de voir le monde qui est venu pour les découvrir. Donc ils étaient ravis, ravis, ravis. Et nous, on était ravis, parce que moi-même, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, autant comment dire, de l'intérêt qui est donné. Les gens veulent voir ce qui vient d'ailleurs. Voilà. Et donc on aimerait multiplier ce genre de résidences. Donc l'année prochaine, on va travailler avec d'autres pays d'Afrique. D'autant plus qu'il y a le musée de l'Afrique qui vient d'être créé. Bon, le statut vient d'être signé. Bon, après, la logistique et tout viendra après. Donc, il y a quand même le continent africain qui est énorme. Et on va essayer de ramener à chaque fois des artistes. Mais cette fois-ci, on va les faire travailler avec des artistes algériens, l'idéal. Donc, s'il y a 4 pays, voilà. Si on ramène un artiste par pays, si on ramène 4 pays, il y aura 4 artistes algériens aussi. Qu'est-ce que vous avez retenu, du moins, comme c'est le dernier numéro de l'année 2025, qu'est-ce que vous avez retenu culturellement parlant de cette année, Marimet El Hara? Écoutez, comme toutes les années, aussi différentes qu'elles soient, il y a toujours une richesse. Une richesse où, en fait, moi-même, j'ai été étonnée de découvrir à une époque, la période du corona et tout, où on peut faire des événements à 0 dinar. Tout à fait. Donc, la visibilité... Vous avez investi la toile pendant un moment donné. C'était des vidéos, en plus à l'international. Ouais. C'était des artistes du Canada, du Cameroun, qui m'envoyaient, je les contactais, ils m'envoyaient des petites vidéos avec leur téléphone. Donc, eux, dans leur atelier, ils me racontaient leur histoire avec le corona. Comment un artiste, l'impact du virus et de cette période qui était... Ah, et sur la création. Qui était terrible. Ouais. Voilà, donc c'était des vidéos qu'on passait chaque semaine, je pense. Chaque semaine, je crois. Il y avait un artiste. Il y avait même des concerts. Bon, les concerts, c'était au niveau de Dar Abdeltif, c'était le Chabi avec Ben Damesh. Il y avait aussi, on parlait tout à l'heure d'autres, vous avez parlé de destination, il y avait aussi l'altérité avec les avocats et les architectes. Oui, on a aussi, fait un événement avec les étudiants des Beaux-Arts. Ouais. C'est un collectif d'avocats qui s'appelle Croisement, voilà leur association. En fait, c'est un collectif d'avocats amoureux de l'art. Donc, leur concept, c'est de... Une belle expo collective, en photo. Non seulement l'expo collective, en plus, bon, il y en a beaucoup qui ont du talent, donc ils ont montré leur talent, mais ils invitent des artistes, des jeunes artistes aussi à participer. En plus, ils se mettent à disposition de l'artiste pour pouvoir l'aider, pour connaître ses droits. Et j'ai trouvé ça merveilleux, et je pense que tout le monde peut trouver ça merveilleux. C'est des avocats qui sont vraiment engagés. Parce qu'il y a eu des journées aussi d'études, oui, il y a eu sur des thématiques précises, il y a eu des conférences, il y a eu... Donc cette fois-ci, c'était l'architecture et les droits, voilà, de l'architecte, le droit de l'architecture et de l'urbanisme. Donc vraiment, c'était une aventure, je dirais, magnifique. Et j'encourage beaucoup Talaqi, ces croisements, à continuer leur travail parce que c'était la 2e édition et ils sont en train de préparer la 3e édition. Donc chaque année, ils font une nouvelle édition et ils touchent à un secteur précis. Et nous leur donnerons certainement la visibilité à partir de l'année prochaine. Vous parliez d'architecture et d'urbanisme. Merci de me l'avoir rappelé. Je vous en prie, madame. Oui. Non, parce que Karim, il ne te laisse pas parler. Merci beaucoup. Il y avait aussi une question dans cette... Moi, ça m'avait intéressé, parce qu'il y a une question de mécénat, parce qu'ils sont venus avec des moyens, donc c'était une collaboration avec l'ARC, mais c'était aussi du mécénat, parce qu'ils sont venus avec et c'est très intéressant de voir de nouvelles attitudes. Ils s'autofinancent, donc ils cherchent des financements et tout, mais voilà, ils ne demandent pas de financement, ils demandent des lieux, ils demandent une oreille, ils demandent un accompagnement institutionnel et une communication institutionnelle pour bien sûr exister en tant que collectif
et se faire connaître surtout, voilà. Mais pour moi, ils existent, hein, parce qu'ils ont fait de très très belles choses. Ils m'ont fait connaître personnellement des jeunes artistes que je ne connaissais pas. Voilà, des jeunes étudiants et tout. Et pour connaître Donc, tout sur l'art, il non, faudrait... justement, quand on parlait, pardon, hein, je vais revenir... Là, du coup, c'est elle qui arrête l'animateur. J'apprends toujours. Allez-y, J'ai été à bonne école. Très bien, l'élève qui a dépassé le maître. Non, revenir pour exposer des artistes nationaux, on ne peut pas exposer tout le monde à la fois. Impossible, bien sûr. Donc, moi je pense. Mais le choix, que jusqu'à j'imagine, maintenant- vu la demande est très Je pense que jusqu'à maintenant, important. on fait. Bien sûr qu'elle est importante. On a essayé de faire. À chaque fois, on expose des artistes, des nouveaux artistes, voilà. Mais à un moment donné, l'ARC, sa mission n'était pas ça. La mission de l'ARC, c'est vraiment de faire des gros événements et de faire aussi. Et faire rayonner la l'international. culture algérienne à l'international. Voilà, l'international. Donc, ce qu'on va commencer, ce qui est même pas nouveau, on essaie de reprendre notre vocation initiale et on va essayer quand même de rentrer dans le côté très professionnel où il y aura des artistes professionnels, peut-être qui vont partir ou bien voilà. En tout cas, je vous promets qu'ils vont certainement avoir de la visibilité sur notre plateau pour l'année 2025. Merci beaucoup, Mlaïm Maït El Hara. Je vous remercie. Seriez-vous d'accord ou pas, et Amel Benreza Labouflah et Jawdet Gassouma, en disant que l'année 2025 a été l'année de toutes les peintures? Il y a eu énormément, j'ai bien dit énormément, d'expositions, de nouvelles galeries aussi. D'ouverture, mais de fermeture également de galeries. Il faut également le dire. Non, pardon, il y a quand même plus. Ça fait quand même des années qu'on n'a pas eu autant de galeries, d'espaces d'art, parce qu'il ne faut pas parler uniquement de galeries. Il y a des espaces d'art. Mais est-ce que ces espaces répondent réellement aux exigences de la jeune création? C'est une question que je me suis posée. Écoutez, je me suis souvent posée. Chaque espace qui ouvre, c'est un gain. C'est vraiment Mais vraiment d'autres, un plus malheureusement, pour qui nous. ferment, Mlaïm Maït El Hara. Malheureusement, ça fait des années qu'ils ont fermé quand même. Exactement. Maintenant, il y a Moi, des je trouve nouvelles, qu'il y a de plus nouvelles galeries, d'espaces pas qui mal. ouvrent Hein. que ceux qui ferment. Ouais. Il y a vraiment une volonté. Et puis n'oubliez pas que le galeriste a besoin de vendre ses artistes pour survivre. Tout à fait. Pour vivre normalement, mais on dit survivre. C'est pas facile, hein, mais il y a une volonté quand même. Il y a certains qui tiennent le coup. Ils tiennent vraiment le coup, même s'ils ne gagnent pas. Ils tiennent le coup difficilement. Même s'ils ne gagnent pas grand-chose, mais ils tiennent le coup. Même si ça, on n'a pas, même si extraordinaire. tous les ministres de la culture qui se sont succédés parlaient de l'urgence de la création d'un véritable marché de l'art. Là, c'est une question bien sûr que nous nous poserons. Le marché de l'art se crée doucement. On est un pays jeune. On n'est pas encore, on n'est pas comme l'Italie ou la France ou les États-Unis. Ils ont une tradition, une histoire. Nous, on est en train de construire notre histoire de l'art, à peine. Donc cette histoire de marché de l'art, il y a tellement de spéculation, il y a tellement les gens ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. C'est vrai, moi je dirais qu'il faut quand même peut-être... J'en avais parlé, j'ai présenté mon livre à l'ARC en 2025 justement. Mais non, il faut que sur les gens... En parlant du marché de l'art. Non, l'urgence, c'est d'abord savoir de quoi on parle. Comme de l'urgence de la création de véritables maisons d'édition qui, elles, se consacreraient justement qu'au livre d'art et à l'histoire de la peinture. Amel Benreza Labouflah, donc je disais que l'année 2025, d'après certains critiques et de grands journalistes, disaient ça a été l'année de toutes les peintures, énormément d'activités. C'est ce que je viens de dire, c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de galeries. Il y en a même d'autres qui ouvrent ces derniers temps. Il y a Idles, il y a celle de Antilimni de Monsieur Skandar. Skandar qui était avec nous la semaine dernière. Oui, donc il y a beaucoup de nouvelles galeries, donc on voit beaucoup de nouvelles choses, on voit beaucoup de peintres qui exposent, on voit même des peintres qu'on ne connaît pas de l'intérieur qui exposent, donc on découvre, à chaque fois on découvre. Donc moi, 2025, je vois beaucoup de nouvelles choses, c'est très bien. Donc je découvre, à chaque fois je découvre. Il y a de nouvelles galeries, c'est vrai qu'il y a des galeries qui ont fermé, mais là ça commence Juste après quelques mois, on se pose réellement la question, Amel Benreza Labouflah. J'espère que ça va durer. Moi, j'espère que ça va durer. Je sais que c'est pas facile. Le domaine, c'est pas facile de durer dans le temps et tout, mais il faut tenir le coup et tout. C'est pas facile. Non, mais nous, vous êtes dans quelle approche plastique aujourd'hui? J'ai comme l'impression que vous avez emprunté un virage à 360 degrés. On va voir quelques-unes de vos dernières œuvres, Amel Benreza Labouflah. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là en 2024-2025? Moi, je suis une personne qui se lasse, donc j'aime toucher à tout.
J'ai mon style qui est bien là, singulier, particulier, tout, la salamandre, la fameuse salamandre qui vous que habite, vous appelez la salamandre. C'est un personnage mystique qui revient à chaque fois. J'aime beaucoup les couleurs aussi, j'aime beaucoup les couleurs, mais j'ai développé un peu mon travail. Donc j'étais dans la réflexion pour changer un petit peu, parce que rester dans la routine, rester dans la zone de confort. Non, ça y est, c'est là, à un certain moment, il faut réfléchir à changer les choses. Il faut se développer, il faut mûrir quelque part. J'ai mûri quelque part, j'ai vécu des choses, en vie, des choses qui, dans la vie, qui vous poussent à vous remettre en question. Qui nous font changer. Donc même la vision des choses, elle change. La vision des choses, elle change par rapport. Vous qui êtes justement en dialogue permanent avec les artistes ici d'Alger, mais également de l'intérieur du pays, oui, vous étiez à Sétif. J'ai beaucoup d'amis de l'intérieur. Exactement. Oui. En quoi cette nouvelle peinture ou cette peinture émergente vous nourrit-elle au quotidien, Amal Benrezala? Eh ben, c'est mon quotidien, c'est ce que je vis quotidiennement, ce que je vis, ce que je ressens quotidiennement. Parce que vous avez échappé un peu à la peinture à un moment donné pour vous consacrer et toucher à d'autres médiums. Je touche la poterie. Bon, je fais pas de la poterie, je fais de l'habillage de la poterie. Je fais du noir et blanc, des fois des portraits en noir et blanc avec tatouage. Et ça, c'est nouveau dans votre univers, dans votre approche. Non, Ces femmes tatouées. Je l'ai toujours fait, sauf que je ne le montre pas. Je l'ai toujours fait quand il y a des moments où je m'ennuie, par exemple dans une salle d'attente, où là j'ai toujours mon carnet avec moi, un gros carnet, je dessine pour passer le temps. C'est beaucoup ennuyé là. Donc, on est dans le signe, on est dans la forme. Le signe, je suis toujours dans le graphisme, ça me calme. Pourquoi j'aime Est-ce que vous revendiquez votre appartenance à l'école du signe? Moi, c'est un graphisme, c'est pas vraiment le signe, c'est un graphisme libre, spontané. Oui. Ça me reflète. Je suis une personne très spontanée, directe et tout, donc je fais des choses spontanément. Je ne cherche pas les signes pour les faire, non, je fais des choses spontanément, et même la couleur, j'aime tout ce qui est coloré, Mais parfois vous revenez au noir et blanc. Je reviens vers le noir et blanc, ça dépend des états d'âme, Karim. Ce que j'aime en peinture, moi, pourquoi j'aime la peinture, c'est une sorte de thérapie pour moi, parce qu'il n'y a pas de commandement, il n'y a personne qui nous dicte ce qu'on doit faire, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. J'ai hâte de prendre ma toile, ou là de prendre mon papier, ou là de prendre le canson et tout, ou là la matière pour faire ça, parce que c'est le seul moyen de fuir le quotidien, de fuir le stress de la vie, de fuir tout, voilà. Quels seraient réellement vos discours aujourd'hui concernant l'organisation du dernier festival d'art moderne et pictural qui a eu lieu récemment Il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Bon, j'ai été contente de faire partie. Il y a certaines choses qui m'ont déplu, mais question toujours organisation ou la médiatisation et tout. Mais le reste, c'était bien, parce qu'on découvre toujours, il y a eu des gens de d'autres pays. Mais au-delà de ce bien, entre parenthèses, justement, parlez-moi de cet échange, de ce dialogue, de cette grande curiosité des autres artistes avec lesquels vous avez eu à dialoguer et à exposer. J'ai surtout dialogué avec les gens de d'autres pays. Parce que les autres, je les connais. En général, les gens d'Alger ou d'Algérie, je les connais. Donc, j'ai été surtout vers les gens que je ne connais pas. Les autres pays, des Africains. J'ai été voir leur travail et je me suis intéressé à eux et j'ai parlé avec eux. J'ai été qu'une seule fois parce que j'ai travaillé pendant toute la semaine. Je ne pouvais pas y aller. J'aurais aimé que le festival dure plus longtemps. Et lors de ce festival, vous avez dû, j'imagine, vous avez montré vos nouveaux travaux, vos nouvelles réalisations. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai eu la photo avec l'œuvre. Oui, on va la voir. Voilà, j'ai la photo. Ma photo avec l'œuvre, c'est celle qui était exposée. Le Festival international d'art pictural et contemporain, qui a refermé ses portes il y a seulement une dizaine ou une quinzaine de jours. Et après, justement, qu'en est-il de cet après, des voyages de nos artistes à l'international ou dans le continent africain? Est-ce que justement il va y avoir un véritable échange, une suite de l'organisation de ce dernier festival? Pour le moment, il y a des moyens de partir à l'étranger et tout, mais c'est trop cher.
pour nous, les artistes qui vivent de leur... Mais le festival, je ne sais pas si Mariam Maït Hala serait d'accord avec moi, ou Jawed Souma, c'est justement l'occasion et l'opportunité de redynamiser un secteur et surtout de donner la possibilité et l'opportunité à nos artistes de pouvoir rayonner ici même et également hors de nos frontières. C'est également ça le rôle premier des festivals. Donner à voir les nouvelles créations, certes, mais également donner la possibilité de nos artistes de briller ailleurs. Mais le festival, Oui, quand entre on fait un autres, festival dans ou un toute pays, manifestation artistique. Oui, non, on parle du festival. Donc. Oui. Le festival, c'est d'inviter des artistes étrangers, internationaux et nationaux à exposer. Après, c'est à nos artistes aussi de chercher les autres festivals, les foires et tout, de s'inscrire, de postuler et tout. Ça pose un problème logistique. Non, exactement. Le problème logistique, c'est que dans dans toutes les biennales du monde ou les événements du genre, c'est-à-dire festivals, les galeries, là il y a quelque chose de bien, c'est que les galeries participent à ce festival. C'est une galerie, il y a eu Plusieurs. Vraiment, Moi, je suis venu avec la galerie Ahlam. Sauf que c'est la galerie Ahlam, etc., qui est d'ailleurs gérée par un grand collectionneur Oui, d'art. Kamal Haddad, oui. Voilà, mais le problème, c'est que quand vous êtes sur un festival comme celui de Sharjah, ou là, comme Kassel, ou même la Biennale de Montreux, ou Art Basel, tout ça, vous devez être, la galerie doit payer votre espace. Oui. Et donc les questions logistiques sont très importantes et pour l'instant je doute qu'il y ait une galerie qui puisse vous payer 1200 € par exemple pour 100 mètres, c'est-à-dire... Ma question... Il y a eu c'est des très, échanges, très difficile. j'ai compris ta question, c'est l'échange entre les galeries étrangères. Oui, il y a eu des échanges entre nous, il y a eu des invitations. Mais vous louez une galerie si vous Il y a êtes à des- l'étranger, Mais vous ma louez question, pas comme ma, ici. ma- ma question, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes, et c'est à vous bien sûr qu'on va les consacrer, Jawed Gessouma. Qu'a apporté ce festival à l'Algérie? Oui, il y a eu quelque chose, puisque l'échange, Il y a eu l'échange. les pays La étrangers ont monstration connu, d'artistes déjà dans un espace... Donc, il y a quelques galeries avec qui j'ai parlé, ils ont été étonnés de l'art algérien, des artistes algériens. Ils ont été étonnés de voir... Donc la monstration était importante. Elle était importante, voilà, mais il y a eu des Mais échanges, il y a eu des invitations, il y a qu'il y ait eu... une suite justement, qu'on parle de retombées positives. L'avenir de nous On l'organisation. verra, on Ça verra, dépendra des on verra, Karim. Oui. C'est l'avenir qui nous le dira. Ça On dépend verra. des contacts. C'est déjà ça, c'est déjà Le ça. point positif, c'est qu'il y a eu des galeristes qui sont venus avec leurs artistes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'artiste qui est venu, mais son galeriste. Et les galeristes, c'est eux qui vont Qui remarquer choisissent, les artistes, qui vont peut-être inviter les autres artistes, etc. Donc, voilà. Tout un débat bien sûr que nous provoquerons pour l'année 2026, moins de 10 minutes avant la fin de l'aventure de ce dernier numéro de Culture Club de l'année 2025. Eh bien, avec lui, nous allons parler de quoi? Eh bien, on ne parlera pas de peinture, on parlera de littérature, de livres. Donc justement, Jawed Gessouma, rebonsoir. 3 ouvrages, d'abord celui de Habib Benkoula et l'Abi Marhoum qui seront avec nous l'année prochaine dans une dizaine de jours. Palabres algéroises, bien sûr, c'est une réflexion sur l'architecture et c'est paru aux éditions Balzac. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans les coups de cœur et les coups de gueule également de ces deux passionnés d'architecture? Et d'après leur éditeur, il avait enlevé beaucoup de coups de gueule. Exactement, oui. Non, Palabra algéroise, c'est un peu, je ne sais pas, je pense que c'est un peu chauvin de la part des deux auteurs parce que c'est pas spécialement Palabra algéroise. C'est Palabre sur, c'était d'abord entre Alger et Oran, avec M. Benkoula et Marham, Ils revendiquent leur citadinité. qui revendiquent leur citadinité alors qu'elle était plus large que juste le simple aspect algérois. Mais c'est en même temps aussi la richesse. Ce n'est pas juste une discussion croisée sur l'architecture, c'est vraiment une encyclopédie limitée, enfin dans un espace comme ça de quelques 200 et quelques pages. Mais c'est extraordinaire le nombre d'informations qu'il y a. Je peux vous jurer qu'il y a quasiment un résumé de toute l'architecture algérienne et du monde dans ces De tout ce qui les a marqués, les de tout ce qui les a marqués, le Corbusier, tout, même Mondrian, Tout à fait. toutes les écoles, même japonaises, espagnoles, américaines, de l'architecture sont vraiment représentées. Donc c'est un roman, enfin un roman, c'est à la ils se racontent. c'est voilà, Ils c'est échangent. une sorte de récit croisé Tout à fait. avec des opinions données et aussi des informations sur le législatif, sur la manière de les
postes. Mais les écrit plans d'une façon d'occupation, presque... ça. Et puis c'est une discussion, c'est sous À bâton rompu, voilà, le style un peu, c'est de la prose, de la prose urbaine. À défaut de vous égratigner. Mais voilà, donc. Et écrit, réfléchi comme une interview. Comme une interview, voilà, un avec échange des entre, regards croisés, avec des exactement coups de ça. gueule, des mésaventures architecturales, d'autres aventures qui étaient très belles. Tout ça, et tout ça avec un nombre effarant de références, d'informations. Ça, qui je le sont conseille, et vraiment surtout, je vous formidables. promets Ah oui. qu'ils seront C'est avec un nous. outil. Exactement. J'en avais acheté 2 et j'ai donné non, mais deuxième à l'école parce que pour nos. Mais ce qui est nos extraordinaire, futurs il ne s'adresse architectes, pas qu'aux architectes ou à l'école. Pas du tout, pas du tout, Il, pas du tout. il s'adresse à nous, C'est simples très curieux. vaste et très Exactement ça. Et puis d'un livre à l'autre, cette fois-ci, vous allez nous parler de blessures d'enfance, qui est votre oui. Alors deuxième là, coup de cœur. C'est un livre Doria qui est- Sherifati et Doria Meraki. Sherifati, qui est professeur universitaire et qui est passé par une période un peu de latence pour des raisons objectives, vient de nous présenter là, donc Blessures d'enfance. C'est une amie précieuse, cette dame, parce qu'elle est d'une grande Générosité intellectualité, d'âme, d'une ouais. générosité d'âme. Tout à fait. Et donc, la blessure d'enfance, ça parle des droits de l'enfant, réflexion sur le système de protection des enfants, Et pas que. le sous-titre, mais pas que. Et pas parce que. c'est très, très, très vaste. Tout à fait. Elle parle du milieu de l'enfance, de la protection, beaucoup, beaucoup des droits de l'enfant. Donc, elle parle beaucoup, beaucoup c'était au milieu d'années passées que ce livre est sorti. Et elle parlait évidemment des enfants de Gaza et de tout ce que les droits ont omis d'une manière très très dure. Et donc là, ce livre parle aussi de culture, il parle de famille, il parle de société, il parle de tout ça. Donc c'est aussi un livre Il brosse un tableau assez important et assez large de la société algérienne et ailleurs. dans toute sa Exactement. largesse, dans toute Et sa puis largesse. dernier, celui qui sera également des nôtres l'année prochaine, il s'agit de Mahdi Massaoudi, ça Oui, s'appelle Le Coucou. c'est un peu comme le livre de Madame Hamdat. Vous avez eu beaucoup de succès et d'estime. Je dois vous le dire. En tant que lecteur, j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de votre livre et aussi du coucou de Massaoudi, Mahdi Mr. Massaoudi, voilà, paru aux éditions qui sont, donc c'est les coups de cœur vraiment des lecteurs, hein, ça je dois vous l'avouer, pas seulement mes coups de cœur. Et donc Madame Hamdat et le coucou de Mahdi Massaoudi, qui est une sorte de, lui, se revendique du giallo. Donc je viens de le terminer, ça ne fait pas une semaine. Et c'est un récit, une sorte de récit, c'est un polar, une sorte de thriller un peu bizarroïde qui se passe à Oran. Donc, sa ville natale. C'est sa ville natale et il situe ce roman en plein. Donc, on a la description des quartiers. Évidemment, quand vous l'adorez, je pense, M. Ambiti, il y a. Ça dépend ce que j'adore. Je sais que vous adorez les villes comme étant les le personnages. personnages et tout. Et on a eu quelques précédents avec vous urbanistiques, Au n'est-ce pas? café. Donc voilà, au café de la Troie surtout. Mais voilà, donc c'est une superbe intrigue. Il y a évidemment un meurtre fondateur, disons, du récit. Et ça part vraiment dans. Et c'est bien organisé parce que Mahdi Massaoudi sait revenir à ses fondements pour redémarrer sur une autre intrigue. Donc c'est bourré de rebondissements. Et là, donc, j'ai vraiment adoré ce récit qui est écrit d'une manière très simple, mais très pertinente. Mais très- également, il rend hommage, c'est ce qu'il nous avait dit à son éditrice, Samia Chir. Oui, Samia Chir qui nous a quittés. Qui nous a quittés il y a quelques mois également. Une femme très dynamique exactement. et qui avait fait beaucoup pour l'Afrique, la littérature africaine, aussi. à faire dialoguer tous les auteurs du continent africain. Ça, Donc le récit est vraiment très bien mené. C'est un livre à lire Vous avez parlé dans des... une gare si on a une valise dans les mains. Et... Algérie, il y a aéroport, gare. Voilà, gare. l'espace de toutes les rencontres. Hein. Les Un peu salles comme pour d'attente. Culture Club. En attendant de lire plus en détail, Madame Hamdat, je voulais juste. Est-ce que vous avez parlé de la valise blanche avec un miroir à l'intérieur de la femme mariée? Ah, mais non.
Qui était sur le point de partir aussi. J'ai un petit clin d'œil. Voilà. Ça m'a toujours fasciné, cette valise blanche un peu bizarre, très moche. Sûr, parce que ça correspond aussi à un tournant dans la vie. C'est pour ça que je dis que la valise est très parlante. C'est ça, ça correspond à un changement de vie aussi. Donc il y a Voilà. aussi un Donc on petit trouvera clin d'œil plein d'ouvrages à mettre, à mettre dans nos valises. Exactement, pour démarrer cette nouvelle année. Mais il a aussi travaillé sur la valise et Bit Arosa le regrettait. Nordin Farouki avec Sebarine. Donc Biout el Wit, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Il y a aussi Nariman Ghoramallah. Exactement. Elle a fait une installation avec des valises. Elle en a même C'était pas mal. dessiné quelques-unes. C'était aussi. pas mal aussi, même dessiné, oui. On a l'air de beaucoup parler de valises et tout, mais moi, là où Mais c'est ce qui a un peu construit. Non, dans tous les Ça a été sens, l'ossature de l'émission. On avait compris que c'était de la prose. Quand j'ai démarré, tout le monde était étonné qu'il y ait, enfin, que ma main ait poignée de valises, étonné que ce soit un sujet de poésie. Mais là, je me rends compte. Non, au Et pas contraire. Il y a même et pas un que, film, c'est La ce qu'on valise en disait. carton de Linda de Souza. Voilà. Mais tout est Et voilà 2025 qui tire déjà sa révérence, une nouvelle année qui se dessine à travers bien sûr de nouveaux sillons, de nouveaux horizons que nous causerons en votre compagnie tous les dimanches soirs autour de 21h sur Canal Algérie. Des livres à offrir ou à s'offrir, celui pour lequel nous avons eu un coup de cœur pour ce dernier tour d'horizon 2025. Halima Abdet, Main et poignée de valises, l'écriture de toutes les métaphores, bien sûr préfacée par Alsri Metref qui lui a commis un nouveau roman qui sera bientôt également des nôtres pour l'année prochaine, paru aux éditions ANEP. De véritables passionnés d'architecture, de peinture, mais également d'urbanisme. Il s'agit de Habib Benkoula et de l'Arabi Merhoum, palabre algéroise. Donc un échange entre deux grands passionnés sur l'architecture. C'est paru aux éditions Balzac. Il sera certainement des nôtres l'année prochaine. Il s'agit de Masoud Mahdi, le Coucou, bien sûr, paru son dernier roman qui était présent au Salon international du livre. C'est paru aux éditions ANEP. Et puis, peut-on guérir de son enfance, les blessures de l'enfance? Il en est également question à travers une réflexion sur le système de protection de Doria Chelifati. C'est paru aux éditions Espace Libre. L'espace de toutes les rencontres, eh bien, c'est Culture Club, encore une fois, le premier site de rencontres culturelles. Tous les dimanches soirs, une émission qui sera rediffusée, comme vous le savez, tous les jeudis matins autour de 11h. Merci à vous tous, mesdames, messieurs. Merci à toi, Karim. Merci également de votre fidélité au programme de Canal en général et de Culture Club en particulier. Que la nuit vienne nous reposer et apaiser nos esprits parfois si tourmentés. À l'année prochaine.